Salut et bienvenue dans Game Next Door. Je crois que depuis les débuts de l'émission, le monde ouvert, c'est le concept qui a dû revenir le plus souvent. En soi, c'est pas très surprenant, parce qu'il y a 4 ans, on était en plein dans une espèce d'open world mania. Ubisoft ne faisait déjà presque plus que ça, The Witcher 3 allait piller le portefeuille de millions de joueurs, et un certain Zelda commençait à faire parler de lui. Et je pense pas qu'on puisse dire que c'est fini, la promesse d'un monde immense, avec 1000 trucs à faire et encore plus à voir, c'est toujours très présent et ça fait toujours autant rêver. Mais je vous mentirais si je vous disais que de mon côté, je ne ressens pas une certaine lassitude vis-à-vis de la chose. Alors oui, j'en fais 1 ou 2 par an, les gros trucs dont je sais que je vais devoir parler, mais sinon j'évite assez soigneusement les mondes ouverts. Je me suis pas pris Spider-Man, j'ai pas touché un jeu Ubi depuis Far Cry 4, et tout ce qui a été annoncé jusqu'ici me passe un peu au-dessus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler de jeux qui vont dans une direction complètement opposée. J'ai envie de vous parler de monde fermé. Parce que je me suis rendu compte que quelques-uns de mes gros coups de cœur de ces dernières années rentrent complètement dans cette idée. Des jeux plus restreints sur la taille, conçus dans des mondes bien fermés et qui arrivent à faire des choses uniques qu'on ne peut pas expérimenter ailleurs. Vive les mondes fermés, c'est parti pour un nouvel épisode de GND. Alors comme d'habitude, avant de rentrer dans le dur, il faut que je vous explique ce que j'entends par monde fermé, parce que bien souvent, quand on parle de faire l'inverse des mondes ouverts, on pense aux jeux linéaires comme Uncharted 4 ou Devil May Cry 5. Mais ce ne sont pas des jeux qui se déroulent dans un seul monde, en tout cas pas au sens vidéoludique du terme. Les niveaux ne sont pas connectés les uns aux autres, et on n'évolue pas sur une même ère pendant tout le jeu, et ça c'est important. Du coup, c'est quoi la différence? Première chose, c'est une question de taille. Les mondes ouverts, par principe, tendent à être le plus grand possible. A l'inverse, un jeu en monde fermé, c'est pour moi un jeu qui va se restreindre sur un espace beaucoup plus petit. Mais ça ne suffit pas, puisque ça reste un critère relatif, et ça voudrait dire qu'un monde fermé pourrait devenir un monde ouvert à condition de faire plus de X mètres carrés. Et d'ici qu'on se mette d'accord sur la valeur du X, on bouffera tous les pissenlits par la racine. Non, la vraie différence, elle se fait sur la structure de level design que cette taille induit, parce qu'en fait, aujourd'hui, la plupart des open world, pour exister dans de telles proportions, ils sont construits comme des archipels. Est-ce que vous vous souvenez de The Wind Waker? En gros, le monde c'était une grande étendue d'eau parsemée d'îles. Nintendo avait quadrillé la map, et dans chaque case, ils en avaient mis une. Alors parfois c'était à peine une motte de terre, mais ailleurs c'était un grand village, un donjon, ou carrément une tour qui dormait sous l'eau. Il y avait donc deux types d'espaces de jeu différents, sur Terre où on faisait des combats, des puzzles, des quêtes, etc. et en mer où on ne faisait finalement que naviguer pour rejoindre une autre Terre et éventuellement récupérer une merdouille sous l'eau. Et bien si vous prenez un Far Cry, un Horizon, un Witcher 3 ou même un Red Dead, vous allez constater que c'est un peu la même chose. Armadillo, Fort Mercer, Tumbleweed, bref tous les endroits un peu spécifiques du jeu sont entre guillemets des îles où va se concentrer l'action, et l'eau c'est la pampa qui va relier tous les points d'intérêt et qu'on va juste traverser. Alors on est d'accord, on y fait aussi un peu de chasse et de cueillette, mais ça va pas vraiment plus loin. C'est vraiment dans les points d'intérêt que le cœur du jeu va s'exprimer. L'avantage de cette structure, c'est qu'elle participe à créer cet élan de liberté qu'on attend d'un open world. On peut arriver n'importe où par où on veut, couper par les plaines, contourner des zones, etc. Et puis cette taille, elle permet une vraie diversité d'écosystèmes, et ça renforce ce côté découverte qu'on aime tant ressentir. Mais l'inconvénient, c'est qu'il est difficile de réellement s'approprier l'espace de jeu, parce que ces grandes étendues, qui représentent une majeure partie de la surface qu'on peut parcourir, elles sont d'abord trop grandes pour qu'on puisse les ingurgiter, et surtout, sur le plan architectural, elles sont trop communes pour nous marquer. Seuls les îlots d'intérêt bénéficient d'un vrai soin en termes de level design. Et c'est à ça que viendrait s'opposer cette idée de monde fermé, des jeux construits dans un espace beaucoup plus restreint, à échelle humaine, et dont toutes les idées de level design sont regroupées sans être diluées dans de l'eau ou de la jungle. Pour résumer, si le monde ouvert c'est un archipel, alors le monde fermé c'est une seule île, mais beaucoup plus travaillée. Maintenant qu'on a dit ça, pourquoi ces mondes fermés peuvent-ils être intéressants? Qu'est-ce que cette structure concentrée peut apporter en termes d'expérience de jeu? Pour répondre, je vous propose d'aller faire un petit tour à Raccoon City. Et oui, vous vous en souvenez, j'avais dit que je ne le ferais pas parce que ça me fait beaucoup trop flipper, mais au final j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai trouvé ça super cool. Ça fait un peu de bruit ça. Est-ce qu'on peut faire de l'ASMR de boîte? Il y a des gens qui font ça peut-être? Pas mal. D'ailleurs là on va s'attarder un petit peu sur le jeu, on va montrer quelques environnements, alors à titre personnel je pense pas qu'on va spoiler grand chose, mais voilà, vous êtes prévenus. Le commissariat de Resident Evil 2 Remake est le parfait exemple du monde fermé. C'est un espace de jeu très restreint dans lequel on est plutôt oppressé et menacé, mais qu'on va devoir explorer et s'approprier pour s'en sortir. Et à mon sens, les level designers de Capcom ont trouvé le parfait équilibre entre un lieu qui se rapproche du réel en apparence et un mini Metroidvania très à l'ancienne dans les ficelles. Dès le début, on arrive dans ce magnifique hall qui donne sur l'ensemble du commissariat, mais dont la plupart des portes sont fermées. Après un petit tour dans l'aile ouest et un peu de charcuterie, on revient sur nos pas et Marvin nous file un couteau qui nous permet d'aller visiter l'aile est. On avance, on fait des rencontres sympas, on fait du lèche-vitrine dans l'armurerie et en montant, on trouve la première clé qui nous permet d'ouvrir deux raccourcis et d'accéder au premier étage de l'aile est. Et tout au long du jeu, on va tomber sur des obstacles et en continuant à fouiller et à se balader, on trouvera de quoi les ouvrir et débloquer de quoi étoffer notre équipement.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, l'exploration prend un sens complètement différent de ce qu'on peut vivre dans un monde ouvert. Dans The Witcher 3, explorer, c'est partir à cheval et espérer tomber sur un point d'intérêt. D'ailleurs, les quêtes annexes sont justement là pour nous y emmener. Dans RE2 Remake, explorer, c'est reconquérir pas à pas chaque pièce du commissariat. C'est étendre petit à petit notre territoire de manière concentrique en partant de chacun des points de sauvegarde. Plus on progresse, plus on se familiarise avec les lieux, et les endroits qui nous faisaient flipper avant deviennent une simple étape pour aller plus loin. Ajoutez à ça la tension créée par l'obscurité et les zombies qui sont en plus de vraies éponges à balles, et on est obligé d'être très attentif à notre environnement. Et tous ces allers-retours, toutes ces petites victoires, toutes ces clés trouvées, ça fait que si au début on pouvait se sentir complètement submergé et étouffé par ce lieu, et bien au final on a presque l'impression d'être chez soi. Jusqu'à ce que Mr. X débarque. Et là c'est plus vraiment chez toi, c'est chez lui. Enfin, je dis ça pour la vanne parce qu'en vérité, je pense que Mr. X est la preuve que Capcom avait confiance en son level design et les gens qui vont y évoluer. Parce qu'il apparaît précisément au moment où on a l'impression de ne plus vraiment être en danger et de bien connaître le commissariat. Et c'est justement cette bonne connaissance qui va nous permettre de jouer au chat et la souris avec lui. Et ça, c'est le premier truc vraiment unique que peuvent faire les mondes fermés. Ils ont cette capacité à nous ancrer dans un espace virtuel parce qu'ils nous demandent de nous y impliquer concrètement. À chaque prise de décision, on doit prendre en compte le level design. Ses largeurs, ses limites, ses formes, tout ça va influencer notre façon de jouer et du coup, on conscientise beaucoup plus ce qui nous entoure. Il y a une espèce d'intimité qui se crée et je trouve ça assez fascinant. Bien sûr, cette sensation, elle n'est pas exclusive à RE2. Je parlais tout à l'heure d'Archipel et d'Île et je pense que The Witness arrive aussi très bien à faire ça. Il n'y a pas le danger des zombies, mais les puzzles nous demandent au moins autant d'attention. Et là aussi, le level design est étroitement lié au gameplay puisque certains puzzles doivent être résolus grâce à l'environnement quand c'est pas carrément l'environnement qui devient un puzzle. Enfin, difficile de ne pas mentionner les Souls qui, par leur exigence et leur level design très connecté, nous absorbent complètement dans leur monde. Les morts et les rencontres servant de point d'accroche à notre mémoire spatiale. D'ailleurs, je suis en train de jouer à Sekiro en ce moment et j'ai beaucoup moins ressenti ça. Parce qu'avec le grappin, on peut vraiment survoler le level design ou juste venir piocher dedans et au final, on est beaucoup moins ancré. Mais je veux qu'on pousse un peu plus loin cette idée d'intimité. Vous savez, les Metroidvania, pour nous permettre de savoir où on doit retourner après l'acquisition d'une clé, ils utilisent des éléments du décor uniques pour nous imprégner la rétine. Vous avez des grandes portes fermées, des précipices infranchissables et des mises en scène un peu particulières qui fait qu'on sait tout de suite où il faut revenir quand on a ce qu'il faut. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans Resident Evil 2. Il y a la bibliothèque posée sur un cric, lol, il y a le mur qu'il faut faire péter au C4, ou encore l'hélico en feu qui bloque un couloir de l'aile Est. Mais comme on est encore une fois dans un monde fermé et très restreint, les level designers ont pu aller beaucoup plus loin pour donner une identité très forte à chaque pièce du commissariat. Et en faisant des recherches sur le sujet, je me suis rendu compte que pour faire ça dans un jeu vidéo, on s'inspire beaucoup de ce qu'on fait en vrai en architecture d'intérieur. Par exemple, j'ai appris qu'il y avait deux notions fondamentales à prendre en compte quand on design une pièce et qu'on veut lui donner de la personnalité, la fonction et la forme. La fonction, c'est tout bêtement ce qu'on fait dans une pièce, à quoi elle sert. Si vous voyez un lit, vous devinerez qu'on est dans une chambre. S'il y a un canapé orienté devant une télé, vous êtes probablement dans un salon, etc. Alors je pense que ça on le savait tous, pas besoin de faire de grosses recherches. Mais ça reste important que quand on rentre dans une pièce, on comprenne directement ce qu'on peut y faire. Et ensuite on peut travailler la forme, c'est-à-dire non seulement l'esthétique de la pièce, que ce soit joli entre guillemets, mais aussi et surtout que la pièce traduise, matérialise la personnalité des gens qui y vivent ou s'en servent. Un peu comme Valérie Damido dans Déco, quand elle faisait la chambre d'un gosse, s'il avait une passion quelconque et une couleur préférée, et Valérie elle lui faisait la panoplie complète pour qu'il soit content, qu'il se sente bien dans sa chambre et qu'elle lui ressemble. T'as vu, c'est un lit personnalisé, il y a ton prénom et tout. Eh bien c'est exactement pareil dans le bureau du chef Irons de RE2. On comprend tout de suite sa fonction, il y a le bureau, la petite table pour discuter avec ses collaborateurs, et son emplacement tout en haut du commissariat nous confirme sa position hiérarchique. Quant à la déco, elle nous en apprend aussi beaucoup sur les goûts et la psychologie du personnage. Non seulement on comprend son intérêt prononcé pour la taxidermie, avec toutes les bestioles empaillées qui nous entourent, et nous avons Balthazar. Mais en plus, leur disposition est particulièrement oppressante et nous laisse deviner la perversité du chef. Un autre monde qui fait ça super bien, c'est What Remains of Edith Finch. On est dans un espace très restreint, très concentré, mais d'autant plus rempli de détails. Chaque chambre, par sa décoration, mais aussi sa couleur, son ambiance, traduit une personnalité. Et ça participe beaucoup à créer cette forme d'intimité dont je parlais un peu plus tôt. Alors on peut aussi trouver ça dans les jeux linéaires ou monde ouvert, c'est un peu ce qu'on appelle la narration environnementale. Mais dans ces jeux-là, ça reste souvent au second plan. Comme dit, dans les mondes ouverts, les designers sont obligés d'étaler un peu leurs idées, et dans un jeu linéaire comme Uncharted 4, la priorité est mise sur l'aide à la navigation et le rythme de la progression. Du coup, les level designers privilégient bien souvent la lisibilité plutôt que la déco. D'ailleurs, il faut le dire, il y a une partie de RE2 qui se déroule dans les égouts, qui est beaucoup plus linéaire malgré quelques boucles, et qui n'a pas du tout bénéficié de ce travail sur la forme. Et personnellement, j'étais beaucoup moins dedans, et j'avais qu'une envie, c'était de me tirer. Alors que le Comico, ça a été un vrai plaisir même pendant ma deuxième run. C'est impressionnant cette sensation de traverser un lieu dans lequel il y avait de la vie, de l'activité et de ressentir tout ça grâce à des éléments du décor, des lumières, etc. Et ça vient densifier l'exploration qui est au cœur du jeu et la rend d'autant plus engageante.
Et puis on parle d'architecture intérieure, mais il y a aussi l'architecture en bâtiment. Et là, il faut qu'on parle de près, puisque Talos One est un petit bijou de level design et d'architecture. Construit comme une sorte de vaisseau immeuble, la station est un monde fermé hyper cohérent, avec un quartier pour l'équipage, un espace de détente, des zones de recherche et un magnifique arboretum qui sert d'ailleurs de terrasse au patron de la station. Les designers d'Arkane ont poussé le délire assez loin, puisqu'on peut même passer dans le réseau de ravitaillement qui nous montre l'envers du décor et participe à donner une vraie crédibilité à l'ensemble. Sans parler évidemment du moment où on sort dans l'espace et qu'on peut admirer toute la station en se disant que tout ce qu'il y a là, on va pouvoir le visiter. Prêt pour moi, c'est le huis clos vidéoludique parfait. T'es tout seul dans la station et le reste c'est l'espace. Ce qui est marrant avec Prêt, c'est que si on s'intéresse un peu à l'histoire du jeu, on comprend que ce vaisseau c'est la réalisation d'un fantasme. Talos One c'est une espèce de vitrine de ce que peut réaliser l'humain. Et je trouve ça génial parce que le jeu vidéo c'est effectivement le seul endroit où on peut réaliser ces espèces de fantasmes architecturaux et avoir des gens qui peuvent les visiter, virtuellement certes, mais on peut le faire. Et que ce soit Talos One, le commissariat de RE2 ou la maison des Finch, ce sont pour moi des véritables petits monuments virtuels. En les traversant, on peut ressentir la touche humaine qui les a pensés et façonnés. Derrière chaque détail, il y a la volonté de nous transmettre une émotion ou une idée. Malgré leur virtualité, il y a une âme dans ces lieux. Quand on veut valoriser le jeu vidéo, on dit parfois qu'il s'approprie tous les arts qui l'ont précédé. On parle de cinéma évidemment, de peinture, de musique ou encore de littérature quand il s'agit de narration écrite. Mais on ne parle que très rarement d'architecture ou de sculpture, qui sont pourtant les deux premiers arts et qui ont une importance fondamentale dans nos expériences de jeu, surtout depuis que la 3D existe. Et les mondes fermés dont je vous ai parlé sont peut-être les meilleurs exemples de cette importance. Ils démontrent qu'en travaillant sur la structure, sur les volumes, sur les formes et les couleurs, ils peuvent nous impliquer comme peu de jeux peuvent le faire. En ne cherchant pas à être toujours plus grand ou plus spectaculaire, ils laissent aux designers l'opportunité d'apporter un vrai soin aux espaces de jeu et d'en faire bien plus que ça. Quand les mondes ouverts ou linéaires nous laissent avec des souvenirs de séquences ou de panoramas un peu flous, on ressort des mondes fermés avec la sensation de connaître un lieu unique et dont les limites ont pu sceller la richesse en nous. Merci d'avoir suivi cet épisode, je vous rappelle que Game Next Door existe grâce à nos tipeurs. Si vous aimez l'émission et que vous pouvez vous permettre de nous soutenir, allez faire un tour sur notre page Tipeee. On a parlé d'Edith Finch, des Souls, et si vous voulez aller plus loin avec ces titres, je vous renvoie à Fin du Game, un podcast bimensuel qu'on anime avec Exerve et qui essaie d'aller au bout des jeux. On se retrouve très vite sur la chaîne, prenez soin de vous et comme d'habitude, cœur sur vos manettes.